Bienvenue à tous pour la conférence de presse de la loi du marché. Bonjour. Avec Vincent Lindon et réalisé par Stéphane Brisé. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci. Bienvenue à la conférence de presse intime de la loi du marché de Stéphane Brisé. Je vais vous présenter, au bout de la table, le producteur Christophe Rossignon, le scénariste Olivier Gors, à côté de moi, Vincent Lindon, pour la troisième fois en complicité, en osmose, en amitié avec Stéphane Brisé. Et au centre, Stéphane Brisé. À qui je vais poser la première question. On entre dans ce film tout de suite, sans titre. On est là, on est dans la vie de Thierry. Ce parti pris, cette immédiateté de la réalité, est-ce qu'elle s'est décidée tout de suite, avant, pendant, après ? Non, c'est quelque chose qui était prévu dès le début de l'écriture. Je savais que cette première scène qu'on voit dans le film allait être la première scène du film. C'était décidé à l'écriture. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dite à Christophe Rossignon, le producteur. J'ai dit, je te préviens, il ne va pas y avoir de titre, il ne va pas y avoir les financiers. Donc il va falloir que tu les appelles tout de suite pour leur dire que leur nom sera en fin de générique, avec le mien, avec celui de tout le monde. Quelque chose qui ne se fait jamais, en fait. Donc, je ne sais pas comment c'est reçu, ça, par un producteur. Christophe ? Ah bon, t'es sûr? Donc, non, mais bien sûr, Stéphane avait parfaitement bien argumenté ça. C'était totalement cohérent. Et donc, oui, j'ai eu à expliquer pourquoi, comment, mais c'est très bien passé parce que tout le monde l'a parfaitement compris. Très bien. Là, une première question. Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo pour ce film qui est un petit choc quand même dans la sélection officielle. J'ai deux questions, si vous le permettez. Une d'ordre général sur la mise en scène. La plupart, la quasi-totalité de vos scènes sont tournées en huis clos. Et le mouvement en fait vient surtout de la caméra, mais finalement les personnages sont relativement fixes. Et en fait, la tension qui peut se dégager de ces scènes vient surtout du texte, en fait, les rapports de force qui s'établissent entre les personnages et bien sûr l'interprétation vraiment excellente et tout en justesse de Vincent Lindon. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a justifié vos choix, enfin ce choix de mise en scène qui est vraiment très particulier. Et la seconde question, si vous voulez bien, est d'ordre plus précise. Elle porte sur un personnage en particulier, le fils. Pour lui-même, lors de l'entretien d'orientation qu'il a pour son avenir, on comprend que pour lui aussi, ça va pas être facile la vie. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi un personnage d'handicapé, en fait. Voilà. D'accord. Merci. Concernant la mise en scène, il y a les contraintes viennent aussi d'un espace. Donc, par exemple, et celui qui était assez symbolique pour moi dès le départ, c'était la salle d'interpellation. Donc, c'est le premier lieu, quand j'ai découvert l'hypermarché, que je suis allé voir pour savoir à quoi il ressemblait. Et quand j'ai découvert ces 4 mètres carrés, très contraignant, avec juste cette petite table qui sépare l'espace et qui oblige l'interpellé à aller près du mur, c'est cette pièce-là, ce sont ces 4 mètres carrés qui ont imposé la mise en scène. Je savais que je n'allais pas recréer une pièce nouvelle, parce que les agents de sécurité qui travaillent eux-mêmes dans cet espace-là, je voulais qu'ils soient filmés dans leur espace de travail. Et j'ai accepté ces contraintes. Si elles m'avaient obligé à mettre la caméra à un endroit où cette caméra-là, la caméra du film, de la mise en scène, ne pouvait pas être, je n'aurais certainement pas pu tourner le film.
L'idée, il y a quelque chose dans cette caméra qui s'est, pour moi, c'est une caméra qui s'est arrachée du sol. Dans mes films précédents, c'est une caméra qui est très, très, très fixe. Et il y a une fébrilité là qui surgit, mais même pour moi, en fait. Il y a quelque chose de nouveau dans cette mise en scène, dans une énergie que fait passer à l'écran. Mais il y a quelque chose, je pense, qui crée beaucoup de tension. C'est le fait que j'ai demandé au chef opérateur, c'était le point de vue du film, c'était que je filmais Thierry, Vincent. C'est lui que je filme, c'est lui que je filme quand il se prend les coups. C'est le boxeur qui est dans les cordes que je veux filmer. Et finalement, le spectateur, c'est ce qui se passe en face Thierry, c'est plus son imagination qui est en route que ce qu'il voit exactement. Voilà. Et concernant le fils handicapé, alors que je n'utilise à aucun moment le handicap pour des raisons émotionnelles un peu faciles, j'avais besoin de cet enfant, et c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans l'écriture du scénario, Olivier pourra en témoigner, pour raconter dès la première séquence, alors que je sais que j'aurai peu de séquences de famille dans le film, que dès la première séquence, on sait que cet homme et cette femme sont des gens bien. Ils lui parlent bien à ce gamin, ils l'ont bien élevé, ils ont évidemment traversé une tempête quand il est né, ça doit être compliqué d'avoir un enfant comme ça, et on voit ce couple, ils ont 50 ans, ils vont bien, certainement qu'ils baissent toujours ensemble au moins une fois par semaine, et donc c'est des gens qui sont debout. Et c'est fondamentalement, là je dessine le personnage, peut-être encore plus que dans la première scène, en tout cas je le dessine et dans la première scène, dans son rôle social et dans son rôle intime, en deux séquences, de cette manière-là, et beaucoup grâce au fils. Bonjour, Wang Jing de la presse chinoise. Je suis très touchée par le film. J'ai l'impression de voir un documentaire. Je sais que dans le film, il y a beaucoup des acteurs non professionnels. Je voudrais poser une question à M. Prisé et aussi à M. Landon. C'est pourquoi des acteurs non professionnels? C'est vraiment pour ramener un côté très réel de la société. Et puis le fait faire jouer des acteurs non professionnels, est-ce que ça vous a apporté beaucoup plus de choses que vous espériez? Et comment vous avez les faire jouer devant la caméra? Merci beaucoup. Quand on prépare un film, on se pose la question de savoir quel sera le dispositif le plus opportun pour arriver à ce qu'on souhaite. Moi, ma quête constante tout au long de mes films, c'est de filmer du réel et que face à la caméra, il y ait de plus de réel possible, de vérité possible. Et pour ce film, il m'a semblé que c'était intuitivement la meilleure solution de confronter l'acteur ultra confirmé, avec lequel j'avais déjà travaillé, à des non professionnels, mais très honnêtement, au moment où on tourne, il n'y a plus de professionnels et de non professionnels. Et même déjà au moment du casting, je leur ai fait passer un casting de la même manière que quand je rencontre des acteurs dits professionnels. Je pense que ce qu'ils font à l'écran, aucun acteur n'est capable de le faire, mais eux ne sont forcément peut-être pas capables de faire ce qu'un acteur ferait, sur scène par exemple. Mais à ce moment-là, filmer comme ça, avec ce projet-là, il me semblait que c'était le moyen le plus judicieux pour créer l'effet de réel que je souhaitais. Vincent. Bonjour. Il marche mon micro? Oui. Souvent dans les conférences de presse, tout le monde est du même avis. Je ne suis pas complètement du même avis que Stéphane sur cette question-là, mais à un détail près. Moi, je mesure justement le talent et le travail d'un acteur. Notre métier, c'est justement de faire aussi bien que des gens qui ne sont pas acteurs, puisqu'on va jouer des gens qui ne sont pas acteurs. Si je joue un boulanger, il n'est pas acteur, il est boulanger. Donc si je veux qu'on croie à moi en boulanger, il faut que je sois aussi bon qu'un vrai boulanger. Sinon, il vaut mieux prendre un vrai boulanger. Donc c'est ça qui m'a intéressé énormément dans le film, c'est d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui ne me connaîtrait pas à l'autre bout du monde sur une île déserte, et qui ne sait pas, et il n'y a pas besoin d'être sur une île déserte d'ailleurs pour pas me connaître, il suffit d'être en Europe, pas très loin de chez moi, même en province, il y a des gens qui me confondent, ça m'arrive. Si on ne me connaît pas, qu'on ne puisse pas discerner l'acteur professionnel des acteurs amateurs. C'est ça que j'ai essayé de faire. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que ça vous a changé de jouer avec des professionnels, des non-professionnels? D'abord, j'aime pas beaucoup le terme non-professionnel. Je préfère des gens qui n'ont jamais joué la comédie,
Parce que je connais des professionnels qui sont pas des pros, et je connais des amateurs qui sont extrêmement pros. Et par exemple, quand Orson Welles a fait Citizen Kane, c'est son premier film, donc c'était un metteur en scène non professionnel. J'adorerais faire des films aussi bien que les non professionnels. Mais quand on a travaillé ensemble, ils m'ont surtout appris beaucoup de choses, et j'ai surtout énormément tiré d'eux avant moteur et après coupé. Pendant la prise, on était vraiment à égalité, parce que j'étais dans un terrain de non-connaissance comme eux. Moi, j'ai la technique, j'appréhende mieux le cinéma, je sais un peu comment ça se passe, et eux, pas du tout. Mais eux, ils appréhendaient mieux leur métier, alors que moi, j'étais obligé de m'y faire plus difficilement. En revanche, le dispositif que Stéphane a mis en place, et qui est vraiment un dispositif de cinéma, puisque c'est tourné en scope et que c'est vraiment du cinéma, avec un début, un milieu et une fin. C'est une histoire de cinéma, une fiction. C'est un dispositif complètement différent et une façon de faire du cinéma que je n'avais jamais faite. Donc je me retrouvais moi-même, sans le vouloir, non professionnel ou amateur, dans un dispositif que je n'avais jamais appréhendé auparavant. Donc c'est ça qui fait que tout le monde s'est marié et bien mélangé. Mais de même que quand je tourne avec un acteur ou une actrice qui est professionnelle, c'est rare qu'avant la prise, je me dise tiens, je vais tourner avec un professionnel là. Donc du coup, l'inverse, en raisonnant par l'absurde, ne se passe pas non plus. Jamais je ne les ai vus comme ça. On s'est juste mis en état de pouvoir incarner au plus près le fantasme qu'on avait de si on avait été nous dans cette situation. En tout cas pour moi. Je me suis posé la question, si j'étais Thierry, comment je ferais? Et Stéphane avait quelque chose qui était extrêmement réconfortant et très agréable. Souvent on dit, mais comment un metteur en scène vous dirige? Il vous dirige, il y a 33% en vous choisissant. C'est une preuve d'amour. Il vous dit, je te veux, c'est toi que je veux. Ça déjà, ça détend énormément. C'est une manière de diriger et de mettre à l'aise un acteur. Et ensuite, c'est de le regarder et de savoir exactement comment lui parler. Et il venait nous voir, il nous disait la même chose à moi et aux acteurs qui n'avaient jamais joué la comédie. La même chose. Jamais il venait me faire une messe basse à moi pour nous mettre, pour faire genre, Vincent et moi, on a des trucs à se dire. C'était à la même enseigne, toujours à la même enseigne. Et l'indication était très simple, et j'en aurais fini. Il nous disait, prenez votre temps. Mais pas prenez le temps, prends ton temps, on est tranquille. Prenez votre temps, c'est prenez chacun votre temps pour vous, humains et acteurs qui allez jouer, mais prenez le temps que vous prendriez si vous étiez eux. Donc moi, quand il me disait prends ton temps, c'est prends le temps de Thierry. Je m'en fiche si tu ne réponds pas tout de suite. Ça m'est complètement égal. Dans la vie, il n'y a pas une caméra qui est devant deux personnes qui se parlent et qui de temps en temps fait allez plus vite, plus vite, plus vite. Et après, on monte pas la scène au cinéma. Quand quelqu'un apprend une tristesse ou quand quelqu'un apprend une déception à Pôle emploi, ben, il apprend une déception et ça va prendre 25 minutes, ça prendra 25 minutes. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, tout le monde s'est libéré et on est devenus tous des vraies personnes. Ce qui, moi, m'a bouleversé. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film, plus que tout. Voilà. Oui, ma question est pour Vincent Lindon. Votre personnage est sans cesse confronté à la violence sociale, la violence de la banquière, la violence des autres vigiles qui interpellent ces personnes qui volent dans le magasin. Je voulais savoir quelle est la scène qui vous a paru la plus éprouvante à jouer. Pardon, je n'ai jamais pu répondre à cette question sur aucun film parce que je ne peux pas discerner une scène d'un film et le mot éprouvant. Je suis un peu pudique, j'ai du mal quand je parle d'un personnage comme Thierry de pouvoir, moi, Vincent Lindon, acteur, dire que ça a été éprouvant. Parce que c'est même dans la scène la plus éprouvante que j'ai passée, ça correspond à 1 minute pour lui dans son supermarché. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu gênant. Parce que je suis un acteur de cinéma, on m'amène en voiture sur le tournage, on me demande si je préfère un jus d'orange avec un glaçon ou sans glaçon. Et est-ce que ça va désolé Vincent, mais la cantine, on va la déplacer d'une demi-heure aujourd'hui parce qu'on fait une longue scène. Donc c'est pas très éprouvant. C'est comme la phrase des journalistes qui me disent « Vous avez pris beaucoup de risques ». Oui,
Je n'ai pas été au Kosovo non plus. Oui, Je mais fais ma un question, film. c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, c'est éprouvant pour le personnage Oui. et Alors- parce que justement, il est toujours au bord de l'explosion. Il est dans la retenue de sa propre violence. Alors justement, comment vous Alors, avez les plus pu éprouvants, je vais vous justement répondre. doser cette violence du personnage? Alors, je comprends votre question, pardon, autant pour moi. Alors, dans le cadre du film, les deux scènes qui ont été pour moi les plus éprouvantes humainement, c'est la scène où je décide de ne plus vendre mon mobil-home, parce que c'est un moment où on me pousse trop loin, et c'est un moment qui est très important pour moi, parce que c'est quand même, ça veut dire pas à n'importe quel prix. Je veux bien baisser les chines, je veux bien tout faire, mais il y a un moment, j'adore les hommes. Pour moi, c'est ça la définition aussi, une des définitions de l'homme ou du protecteur. Ça peut être une femme hein, qui protège sa famille. C'est pas que les hommes. C'est le protecteur ou la protectrice, c'est celui qui tout d'un coup fait stop. Voilà, stop. On dépasse pas cette limite. Les limites, mettre des limites, mettre un cadre aux gens. Donc c'est une scène qui était très importante pour moi. Et l'autre, c'est la scène avec le monsieur qui a volé la viande, où là, c'est pour moi on est à 1 centimètre de la science-fiction. Là, savoir qu'un monsieur comme ça, qui a dû avoir une vie extrêmement honnête, il y a quelqu'un qui a dû travailler toute sa vie, qui après a été à la retraite, je ne sais pour quelle raison, et qui tout d'un coup en vient à être obligé de voler un morceau de viande. Alors là, on rentre dans la tragédie, dans la misère et dans... Donc ça, c'est deux scènes qui ont été... Il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux qui me viennent à l'esprit aujourd'hui à la conférence de presse. Dans 5 minutes, je vais sortir, je vais dire, merde, c'est pas... Il y en a une autre qui... Et bon, là, à la seconde, c'est l'instantané, voilà. Bonjour, c'est Colette Khalaf de L'Orient le Jour, Liban. J'ai une question pour vous deux, Monsieur Brisé et Monsieur Lindon. Vous avez travaillé, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur le corps le body language de Vincent Lindon. Et c'est la 4e collaboration avec lui. 3e. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce langage cinématographique qui est le corps d'un acteur? Alors, excusez-moi, parce que j'ai cru comprendre que le handicap du garçon, c'était en fait nous tous qui sommes handicapés de point de vue corps dans cette loi du marché. Voilà, je dois confesser humblement, et Olivier, tu peux en témoigner, que ma réflexion ne va pas jusque-là au moment de l'écriture du scénario. Non, très honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a des choses et des interprétations qui sont justes parce que vous les avez, et que vous les avez après avoir vu le film, mais qui ne sont pas mises en place, en tout cas sciemment, par Olivier et moi au moment de l'écriture, et ni même au moment de la mise en scène. Le choix de Vincent, certainement que la manière dont il se meut dans l'espace me touche, parce qu'il y a à la fois, et c'est quelque chose que je vais vous dire là en improvisant, si je ne me dis pas ça en arrivant sur le plateau le matin, Vincent, ça me touche parce qu'il est à la fois fort et humble et modeste, et voilà, c'est quelqu'un par lequel on a envie d'être protégé, et en même temps, on a envie de le protéger. Ce qui crée beaucoup d'empathie pour les personnages qu'il va incarner. Mais vous noterez aussi que je le filme, et là c'est sur les 3 films qu'on a fait ensemble, je le filme rarissimement de face. Ça c'est vrai. Parce que mais c'est lui et un peu tout le monde, alors peut-être plus lui, je ne sais pas, parce que je verrai en filmant d'autres personnes, mais il y a quelque chose qui m'intéresse plus que de montrer, c'est de suggérer. Et quand on ne montre pas tout le visage de l'acteur, quand on montre juste un peu de 3/4 d'eau, l'acteur, le spectateur peut y projeter sa propre histoire et ses propres émotions. Et je reviens à la première question qui était posée par monsieur tout à l'heure par rapport au choix de l'espace, etc. Et quand je disais que j'avais choisi cet espace extrêmement contraignant des 4 mètres carrés de la salle d'interpellation, je pense que j'ai choisi ça parce que ce lieu-là m'obligeait à filmer Vincent de 3/4 d'eau, et c'est la manière la plus idéale pour moi. Enfin, c'est pas systématique non plus, j'en fais pas, je suis pas un ayatollah, mais
très souvent, ça me permet de raconter l'histoire avec Vincent, avec le corps de Vincent, sans tout montrer. Bonjour, Alberto Mattioli du quotidien italien La Stampa. Une question pour Monsieur Landon et Brisé. Pourquoi, selon vous, cette année à Cannes, il y a si peu de films qui sur des sujets sociaux ou politiques comme les vôtres? Moi, j'ai envie de passer la parole à... mon avis serait certainement hyper intéressant, mais j'ai envie de passer la parole à Olivier, puisque moi, j'ai choisi de travailler avec Olivier. C'est notre première collaboration, parce que Olivier avait travaillé sur un certain nombre de films qui abordaient des sujets politiques. Et sa culture politique, sa réflexion, son intelligence me semblait être très importante pour ce projet et aller nourrir aussi ma réflexion. Merci Stéphane, mais je ne sais pas du tout répondre à la question de monsieur, par contre. Je pense que c'est quand même, depuis une quinzaine d'années, ce sont des films en France qui se sont à nouveau intéressés au monde du travail, qui sont à nouveau rentrés dans l'entreprise. Je pense qu'il y a quand même maintenant une espèce de résistance de ce cinéma-là. Après, je pense que les histoires de sélection, c'est aussi des équilibres, sans doute, entre des univers, et ce qui me paraît compréhensible, en fait, de pas forcément... donc c'est bien, ça nous laisse notre place, justement, pour exister de cette façon et défendre cette sorte de cinéma. Alors, moi, par contre, je vais vous répondre, parce que moi, j'ai une petite idée sur la question. Très bizarrement, je suis très étonné de votre question, car je lis, et on me dit depuis un mois à Paris, depuis qu'on est sélectionné, c'est faux, car Thierry Frémaux, cette année, a fait un choix formidable. Il a décidé de mettre beaucoup de films sociaux au Festival de Cannes. Dont le film d'ouverture. Dont le film d'ouverture, dont celui-là. Donc, ça fait 2 sur 5, c'est énorme, 2 films sur 5. Ça fait 40%. Et le Audiard, ça fait 60%. Donc 60%, il y a beaucoup de présidents de la République qui aimeraient bien passer ce score-là. C'est énorme, ça s'appelle la majorité absolue et unanime. Donc non, moi je pense que justement c'est une année où il y a beaucoup de films qui traitent de sujets sociaux, et je pense que c'est une très bonne chose, parce que mon idée personnelle sur le cinéma, c'est que les films qui restent dans l'histoire du cinéma, en règle générale, en majeure partie, sont des films qui, quand ils ont été tournés, parlent de leurs contemporains et de ce qui se passe dans le monde autour. Ça a commencé il y a très 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 longtemps. Chaplin, Capra, Lubitsch. En France, pareil, les films de Sauter racontent quelque chose sur la bourgeoisie et sur les hommes et les femmes, d'ailleurs pas que la bourgeoisie, des années 70-75. Piala, ça raconte quelque chose sur le moment où il tournait. Blier a raconté des choses qui correspondent au moment où il tournait, et c'est très très important. Les Dardennes, pareil. Ken Loach raconte quelque chose de l'Angleterre à un moment précis, et donc je pense que tout ça est mélangé, et que peut-être qu'aujourd'hui l'art est tellement important parce que c'est la culture qui reste à l'arrivée, et que c'est une manière et c'est un média extrêmement fort, le cinéma, pour, si ce n'est changer le tempérament des gens, si ce n'est leur faire changer d'avis, en tout cas leur montrer quelque chose et les pousser à se poser des questions et à s'interroger. Et pour faire un compliment à ce film, mis à part que je sois dedans et que Stéphane ait mis en scène, tout à fait sincèrement, il a une chose que j'aime dans le cinéma, c'est qu'il ne donne pas d'ordre. Il ne dit pas aux gens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, eux c'est des gentils et eux c'est des méchants. Il met le spectateur dans un état de questionnement. Il y a des milliards de questions qui lui viennent à l'esprit. Est-ce que j'aurais fait comme Thierry? Tiens, j'avais oublié qu'il y avait des gens comme ça qui vivaient autour de moi. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? Et qui oblige quasiment, sans qu'on le veuille, à se politiser tout doucement et à avoir un avis. Or, dès qu'un être humain a un avis, déjà, il est dangereux, il est puissant et il est actif. Et donc, du coup, c'est une façon très éloignée de faire de la politique. Donc, ça, c'est une chose que j'aime énormément dans le film. Et je pense que c'est aujourd'hui primordial. On ne peut pas passer à côté. Il se passe trop de choses dans le monde pour que le cinéma aussi, de temps en temps, ne se penche pas sur ce qui se passe. C'est le changement. Dans les 40 ans, on allait au cinéma pour se divertir et pour voir quelque chose qui n'arrive pas. Et on sortait du cinéma en disant « Non, mais attends, dans la vraie vie, ça arrive jamais, ça. » Et maintenant,
Depuis quelques années, je me demande même si on va pas au cinéma pour voir la vraie vie, tellement dans les reportages, les nouvelles et les informations, les choses sont sensationnelles, car on les compacte en 2 minutes pour alerter tout le monde. Quand on veut alerter quelqu'un, on exagère, on montre le pire, le plus dur, le plus fort. Et nous, on a besoin de se protéger, je pense, et notre inconscient fait non, c'est trop, je préfère ne pas regarder. Mais là, il y a 1h30 pour regarder, et il y a un homme de cinéma qui fait un film de cinéma avec un acteur de cinéma, donc une fiction, et donc on rentre dans une histoire, une vraie histoire, et donc tout d'un coup, ça se peut. Voilà. Bravo. Je voudrais juste poursuivre l'intervention de Vincent Lindon et demander à Olivier Gors, bon, on est dans la vie des gens, et Stéphane Brisé aussi. Quelle est la part d'enquête préalable? Parce qu'il y a des choses qui frisent l'absurde, comme cet entretien d'embauche par Skype ou des choses comme ça, qui sont la vérité vraie, mais comment ça vient dans un scénario et comment on l'intègre? Au départ, j'arrive face à Olivier en lui proposant une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça tient sur une page. Et puis, à partir de là, il va falloir construire la chair. Et alors, sur ce projet, il y a le travail d'écriture s'est fait en même temps que moi, j'allais sur place. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps dans l'hypermarché. J'ai même fait un stage d'agent de sécurité. J'ai assisté à des interpellations. J'étais habillé comme eux. Je me suis fait insulter comme eux. Et c'était des scènes d'une violence, mais vous n'avez même pas idée. L'agent de sécurité noir dans le film, je l'ai vu se prendre un torrent de propos racistes avec une femme devant lui, une femme de 50 d'années, qui n'avait pas l'air spécialement plus timbrée qu'une autre, mais néanmoins, elle était quand même assez sérieusement attaquée, en lui disant « Mais monsieur, aujourd'hui, on est en 2015, est-ce que vous avez conscience, monsieur, que nous ne sommes pas la même race ?» Elle disait ça à ce monsieur. Et lui restait stoïque parce qu'il n'a pas le droit de répondre, parce qu'il n'a pas le droit de lui en mettre une dans la tête. Et à la fin, après, ça dure une demi-heure de propos racistes. Et moi, en me regardant, elle me dit « Et l'autre portugais, là-bas, qu'est-ce qu'il a à me regarder ?» C'est-à-dire qu'il fallait qu'au minimum, je sois très près de la Méditerranée en étant blanc, quoi. Donc, et quand cette femme est partie, je dis à ce monsieur, les gens, il dit comment tu résistes à ça? Et lui, avec une sagesse hallucinante, me dit « C'est une pauvre femme, qu'est-ce que tu veux? Sa vie doit être douloureuse, c'est une pauvre femme, c'est pas contre moi qu'elle fait ça. » Donc tout d'un coup, là, il y a à cet instant-là 2 réalités qui sont assez bouleversantes, c'est-à-dire les hurlements et les propos racistes de cette femme, et en même temps, le stoïcisme de cet homme, à ce moment-là, sa sagesse, qui se confronte, et on est là au milieu d'un hypermarché, et il y a ces choses qui se côtoient, c'est assez bouleversant. Et puis, oui, après les choses, j'ai beaucoup discuté avec les gens de Pôle emploi, et puis c'est comme ça qu'on a nourri le scénario. Oui, tu as même testé, filmé certaines situations avec les gens qui après ont joué leur propre rôle. Enfin, ça nous a permis de nourrir l'écriture aussi. Mais c'est vrai que après, tout vient du réel, mais c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que le réel, à partir du moment où on le capte, on le réfléchit, ça devient une écriture de fiction. Le seul fait de porter un regard sur le réel le modifie. Et toutes les scènes sont tout à fait possibles, elles existent. Après, c'est de les mettre en écho, de les mettre bout à bout. Soudain, ça prend un sens particulier qui parfois confine à l'absurde et donne l'impression d'une grande violence, en fait. De la même façon, chacun à sa place dans le film, je crois, essaye de bien faire son boulot. Mais c'est la logique même du système qui est au final dégradante et violente pour le personnage principal. Mais chacun se bat pour essayer de faire son travail avec un petit supplément d'âme, une petite compréhension, etc. Mais il y a un système qui tente à amener à l'indifférence, en fait. Et c'est ça le grand... Quand Vincent disait il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, je suis bien d'accord. Le seul vrai méchant, c'est l'indifférence à laquelle on essaie de nous amener, en fait, en nous obligeant à se protéger et finalement à se désintéresser du sort des autres. D'ailleurs, pardon, je vais juste conclure. Il n'y a que de la fiction, puisque la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les insultes de cette femme, je l'ai écrite, cette scène. Quand je suis rentré le soir, j'ai écrit cette scène, et elle était dans le scénario. Et Christophe peut en témoigner.
La première chose qu'il m'a dit, le scénario, c'est très très bien, mais cette scène, j'y crois pas du tout. Et je lui ai dit, mais je l'ai vécu. Et il m'a dit, oui, mais on n'y croit pas. Je l'ai tourné et ça ne fonctionne pas du tout. Donc la fiction oblige à retenir le réel et des fois à l'appuyer. Mais avant de passer la parole à Christophe Rossignon, qui est le producteur du film, je voulais aussi dire, pour agrémenter ce dont on parle, ce qui est très angoissant et qui est violent et qui fait frémir dans le film, c'est que des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça n'est pas le puissant contre le faible, c'est un combat de précarité. C'est que des précaires en face de précaires. Le patron du supermarché, il est obligé de me demander et de nous demander, moi et mes collègues, de faire ce qu'on fait, parce que sinon il va avoir des problèmes au-dessus. Nous, on est obligé de faire ce qu'on fait aux gens qu'on arrête, sinon on va avoir des problèmes au-dessus. Et tout est comme ça. Et pour la vente du mobile-home, par exemple, cette scène, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais elle me choquait beaucoup et elle m'avait énormément bouleversé. Mais je ne savais pas mettre des mots sur le bouleversement. J'arrivais pas à le signifier. Je me disais, c'est quand même une scène, il se passe rien d'extraordinaire. Bon, à un moment, cet homme me dit, stop, je veux pas le vendre. Mais c'est quand même pas ça qui me rend mal à l'aise. C'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé de refuser quelque chose dans la vie et je me suis pas retrouvé bouleversé comme ça. Et en fait, après, ça m'est revenu. C'est qu'en fait, la personne qui veut m'acheter le mobile-home, c'est un autre Thierry. Lui, il est aussi à 100 € près. Ces deux animaux qui se battent, ces deux animaux affamés qui se battent, jusqu'à qu'il y en ait un qui... C'est un combat de chien, c'est un combat de dog allemand. C'est à 100 € près. Lui, il a mis peut-être 10 ans à les économiser, ou 8 ans, ou 5 ans. Et moi, j'en ai besoin parce que cette caravane, ce mobile-home, j'ai mis du temps à économiser pour l'acheter. Donc c'est vraiment deux faibles qui se battent, pendant qu'en haut, en fait, ils divisent pour mieux régner. Et c'est ça qui m'a après, en fait, qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a choqué. C'est le cas et l'ordre du monde aujourd'hui, en tout cas de la plupart des gens, et ça fait frémir. Bonjour, Peter Palhout de la télévision allemande. Au début, je trouvais le film très difficile à regarder, à voir. Quelquefois, vraiment, il fait... on est très déconfortable à regarder le film. Et je me demandais, il y a beaucoup de dialogues dans le film, mais on n'a jamais un moment quand le personnage de Thierry explode ou fait une discussion avec sa femme ou quelqu'un d'autre sur ses sentiments, sur ses réactions. C'est tout intériorisé. Et pourquoi vous avez fait ce choix? Je crois que c'est un choix très malin, très intelligent, mais pourquoi? Merci. Merci pour le commentaire, je suis d'accord avec vous. Je pense que les actes... si Thierry avait explosé dans le cadre de son travail, ou ça, on se rapprochait dans l'écriture du cliché, et que la vie est plus nuancée, plus complexe que les clichés, et que les actes héroïques, comme celui qu'il fait, sont souvent des actes silencieux. En cas de guerre, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait exploser des trains, ils ont juste ouvert la porte à quelqu'un qui s'enfuyait. Alors ils sont devenus des justes, et c'est extraordinaire d'avoir fait ça, parce qu'ils ont ouvert une porte, des héros silencieux. Et Thierry, certainement, est un de ces hommes-là, il aurait ouvert la porte. Mais il n'aurait pas forcément pris la tête de la Révolution. On sait quand même que cet homme a participé à des combats syndicaux, on le comprend dans la scène avec ses anciens collègues, qu'il y a quelque chose pour lequel il s'est battu, son travail, et puis il est fatigué, il l'exprime, et à ce moment-là, sa vie, il n'a peut-être plus non plus l'énergie pour imaginer la Révolution, mais à un moment, il prend la parole à sa place, et les actes héroïques sont souvent des actes silencieux. Un jour, c'est une femme noire qui refuse de se lever dans un bus aux États-Unis, et c'est une révolution. Et pourquoi peu d'échanges ou pas d'échanges avec la famille? Parce que je pense que tout simplement, Thierry, évidemment, c'est des questions qu'on s'est posées.
Est-ce qu'on écrit ces scènes-là ou de dialogue avec les collègues, etc. Mais je pense que Thierry, c'est justement quelqu'un, et on le devine, on le sent, je le ressens profondément en voyant la famille. Il a sa place, c'est une place rassurante dans la famille. Et si cet homme vacille et commence à dire je ne peux plus, là, à ce moment-là, certainement il ne veut pas infliger ça à ses proches. Donc il encaisse jusqu'à... Juste pour ajouter, parce que ça rejoint la question aussi qui a été posée sur le fils au début, je trouve. C'est aussi, on avait vraiment ne voulait pas basculer dans un drame intimiste où en fait les choses seraient commentées en famille, dramatisées en famille, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé au fils. C'était pour que le personnage de Thierry se retrouve avec des choses concrètes à faire en famille, à aider son fils physiquement. Et parce que sinon, et même avec sa femme, il apprend à danser, etc. On avait envie que ces scènes aussi soient dans le comportement et dans l'action, et que ça soit cohérent avec le reste du film, en fait, et de ne pas basculer dans un drame intimiste ou psychologique où tout se dit, tout se dévoile, etc. C'était pour être cohérent avec le dispositif aussi. Je voudrais poser la question à Christophe Rossignol. Quand est-ce qu'il est entré dans cette aventure de la loi du marché et comment comment on fabrique, on finance, on entre dans cette histoire de réalité, de vérité pure et vraie? Je suis rentré dans ce projet par l'intermédiaire direct de Vincent Lindon, ici présent. Vincent et moi, on se connaît depuis un certain temps, depuis La Haine, puisque Vincent jouait dans La Haine. Et après, on a eu à nouveau une très belle aventure ensemble, Welcome, de Philippe Lioré. Et moi, j'avais, avec mon associé Philippe, qui est dans la salle, exprimé plusieurs fois l'envie de produire, malgré que je sois ami avec les producteurs historiques de Stéphane, de produire un jour Stéphane, parce que j'aimais beaucoup son cinéma. Sa façon de mettre sa caméra au fond d'une pièce, de filmer ses protagonistes de dos sans jamais couper la caméra et en laissant la scène se faire en plan séquence. J'ai toujours trouvé ça, mais d'une puissance inouïe. C'est l'image que tu as de moi. Donc, un mec qui met sa caméra au fond de la pièce et je suis le mec de dos. Ah oui, mais moi, cette image est extrêmement positive et je suis prêt à en découdre avec tous ceux qui voudraient salir ça. Je trouve que c'est d'une puissance cinématographique inouïe. Un chant contre chant, moi, je sais le faire. Je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas cinéaste et ça, je sais le faire. Ce que tu fais avec ta caméra, je ne sais pas le faire et je ne suis pas cinéaste. Merci Christophe. Je t'en prie. Et donc, voilà, et Vincent un jour m'appelle, me dit je veux te voir et me raconte quelque chose qu'il avait en tête, qui est une inspiration qu'il avait eue dans les contours du projet, et me dit voilà, j'en ai parlé à Stéphane, je sais que tu aimerais produire avec ton associé Philippe un film de Stéphane. Eh bien, voilà, si tu veux nous suivre dans cette aventure dans laquelle on aimerait vraiment se mouiller. Et donc, c'est en cela aussi que dès le départ, Stéphane et Vincent ont pris une position de coproducteur du film avec nous. Et pour nous, c'était très important de former avec l'acteur, avec le réalisateur, un groupe aussi à ce niveau-là. Tout s'est fait en transparence, non pas qu'habituellement ce soit opaque, mais c'est fait main dans la main. On a réfléchi ensemble. Dès l'écriture, Stéphane a intégré l'idée qu'il fallait tenir le budget de ce film pour être libre, pour ne pas dépendre de quoi que ce soit, ne pas dépendre de financement trop compliqué, qui allait mettre trop de temps. On avait un timing serré. Donc voilà, parce qu'on s'était donné, on s'était mis dans cette idée d'une énergie, d'un élan. Et donc voilà comment s'est faite cette aventure, Daniel. Je voulais demander à Olivier Gorce et à Stéphane Brisé comment le petit coup de soleil des leçons de rock'n'roll sont arrivés, parce que c'est tellement joli et tellement inattendu. Mais c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'était l'idée d'incarner physiquement le couple. Et Thierry et sa femme et le lien qu'ils ont. Et je préfère voir deux personnes qui, à 50 ans, vont
prendre des cours de rock ensemble, ça me raconte quelque chose de très beau sur le couple, plutôt que 2 personnes qui, dans le salon, se disent qu'est-ce que je t'aime et qu'est-ce que c'est formidable de vivre avec toi. Parce que ça, souvent, on oublie de se le dire. Mais par contre, on peut faire quelque chose ensemble et qui raconte quelque chose du lien très très fort. Et voilà, ces 2 corps qui dansent racontent l'intimité, la tendresse et l'amour de ce couple, mais d'une manière très, très physique. Comme Vincent était partie intégrante du projet, en fait, je bénéficiais du fait que Stéphane connaît parfaitement Vincent, et c'est ce qui est intéressant de lui faire faire, quelle situation. Un grand rocker, c'était une chance extraordinaire à l'écriture, une grande liberté pour le coup. Et comment se sont passées les leçons de rock'n'roll, Vincent? Mais je n'ai pas pris de leçon. Ah. Ben non, puisque faut être intègre avec le film. Le personnage prend des leçons. Voilà. Donc je suis arrivé avec mon niveau de rock'n'roll, c'est-à-dire extrêmement moyen. Je déteste danser de toute façon. Et dans les soirées et les booms quand j'étais jeune, j'étais toujours assis et j'attendais. Je repartais souvent seul d'ailleurs, mais je danse pas. J'ai beaucoup de mal. Tout le monde me dit que la danse c'est formidable, c'est un moyen de s'extravertir, de se lâcher. Je ne peux pas être plus concentré que quand je danse. Je suis totalement, je regarde tout ce que je fais et c'est un moment, je suis bourré de tics, c'est un enfer. Donc je sais pas pourquoi je vais faire un truc qui m'angoisse. Et donc Stéphane le sait aussi. Et donc pour prendre des leçons, je suis arrivé tel quel. Et donc j'ai appris à danser le rock. Je savais un peu, je savais des passes, mais quand il faut faire les trucs des pieds comme ça, un truc. Il rigolait parce que c'est très compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué. J'ai pas le rythme dans la peau. Voilà. Une des premières répliques de Vincent Lindon dans La Loi du marché, c'est « On fait pas n'importe quoi avec les gens ». Et je crois que ce film le démontre magnifiquement. Merci. Merci.